et j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Aujourd'hui, nous rencontrons Alexandra. Ses 2 enfants, Lucas et Mélodie, sont atteints de troubles du spectre autistique et Mélodie vit également avec une cardiopathie. Face à ces diagnostics, Alexandra a pris une décision radicale. Mettre un terme à sa carrière professionnelle pour devenir parent aidant. Un témoignage poignant et inspirant que nous sommes fiers de partager avec vous. Bonjour Alexandra, merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler un peu de ton histoire. Donc je te laisse la parole pour commencer et on va parler de manière chronologique de ton histoire. Très bien. Donc je m'appelle Alexandra, j'ai 35 ans, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation. J'ai travaillé une dizaine d'années en crèche, sur des postes sur le terrain, puis sur des postes de direction. Sur mon 2 enfants qui ont tous les 2 un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Donc mon fils a été diagnostiqué à l'âge de 4 ans et demi, et ma fille à l'âge de 2 ans. Et ils ont quel âge aujourd'hui ? Et aujourd'hui, ils ont 8 ans et bientôt 5 ans pour ma fille. Comment est-ce que ça a été diagnostiqué ? Qu'est-ce qui vous a dit Alors, il faut qu'on fasse quelque chose ? Alors pour mon fils, ça a été un peu plus compliqué. Enfin, ça a été le premier d'ailleurs à avoir son diagnostic, donc il a un peu ouvert la voie. Donc mon fils, quand il avait 2 ans et demi, il était en crèche. Et on a été convoqués un jour parce que le comportement en crèche questionnait, c'était un petit peu compliqué. Il avait beaucoup besoin de rituels, de routines, beaucoup de difficultés à gérer ses émotions, souvent besoin de sortir du groupe. Donc il l'emmenait pour se calmer, voir les machines à laver qui tournaient dans la crèche. Donc on a eu un premier échange avec la crèche, mais qui n'était pas spécialement alertant au vu de son âge. La question m'a effleuré l'esprit très rapidement, mais aussi vite, je l'ai très vite mis de côté. Les semaines, les mois ont passé, et puis il est rentré à l'école. Et une semaine avant son entrée à l'école, je l'ai vu en interaction avec un enfant. Pour la première fois, je le voyais vraiment en interaction avec un enfant, et j'ai compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce qu'en fait, il passait son temps à s'agripper à l'enfant, à le mettre au sol. Il n'avait vraiment pas une approche adaptée. Et je trouvais qu'il était très maladroit dans sa manière de faire, mais pas de manière volontaire. Il est rentré à l'école. Et le premier jour de classe, la maîtresse vient me voir et me dit avec les autres enfants, ça va pas, il s'agrippe à eux, il les met au sol. Ok, donc moi j'avais entamé un suivi avec une psychologue. C'était la 2e psychologue qu'on voyait pour lui, qui elle m'avait dit qu'elle ne voyait rien d'anormal, qu'il avait certes une difficulté à gérer ses émotions et que peut-être ce serait intéressant d'aller voir une psychomotricienne. Donc on va voir une psychomotricienne et il s'avère que je suis enceinte à ce moment-là de ma 2e. Donc on passe les bilans, elle constate qu'effectivement il s'effondre beaucoup au sol, qu'il y a une immaturité, qu'il y a une difficulté à gérer les émotions. Mais voilà, donc on met en place un suivi, mais pour elle, c'est de l'immaturité, c'est le fait que il y a des changements, il y a l'école, il y a la grossesse, il y a tout ça qui vient un peu perturber le quotidien. Les mois passent, donc il est suivi par cette psychomotricienne et naît sa petite sœur, Mélodie, donc, et elle naît de manière assez... disons ça vient mettre un peu le bazar parce qu'il s'avère qu'elle a une malformation cardiaque qui n'avait pas été décelée pendant la grossesse. Et donc elle est hospitalisée, elle est opérée du cœur. Et donc on est en février 2020. Mon fils, lui, de son côté, en termes de scolarité, a eu beaucoup de changements il y a eu des changements de maîtresse, il y a eu des changements d'ATSEM, c'est pas stable. C'est pas stable, donc il est beaucoup en insécurité à ce moment-là, encore plus avec la naissance de sa petite sœur, et donc tout porte à croire que c'est cet environnement-là qui fait qu'il est comme il est. Donc la petite sœur, elle passe un premier mois à l'hôpital, une vingtaine de jours. Elle rentre à la maison et 2 semaines après, elle fait un choc cardiogénique, donc son cœur s'arrête progressivement de battre. Elle est transférée à nouveau à l'hôpital. On est le 16 mars 2020, veille de confinement. Tout le monde s'en souvient. Et là, on nous dit, en fait, votre fille, soit elle va mourir, soit elle va finir lourdement handicapée. Donc, elle est donc hospitalisée. Il la garde à l'hôpital. Nous, on ne peut pas rester avec elle parce qu'elle est en réanimation.
Donc on fait les allers-retours à la maison, entre la maison et l'hôpital. Le grand frère, lui, a plus d'école à ce moment-là, donc il est gardé un peu chez les voisins, puis il est un peu avec nous, on est un peu ballotté, voilà. Malgré tout, ma fille s'en sort. Malgré tout ce que pensaient les médecins, elle s'en sort. Après, en tout, 3 mois d'hospitalisation entre sa naissance et la réanimation et l'hospitalisation qui en sort. Et bon, les médecins nous disent quand même, attention en grandissant, il faudrait quand même surveiller les apprentissages, l'acquisition du langage, parce qu'elle a quand même des lésions cérébrales du fait de son cœur s'est arrêté. Son cœur a été arrêté pendant plusieurs minutes, elle a été réanimée. Donc elle a des lésions cérébrales. Elle sort de l'hôpital, on reprend notre rythme de famille à 4 et là avec le grand frère ça va vraiment pas. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de débordements émotionnels, mais encore une fois on le met sur le fait que l'environnement est pas stable pour lui. Comme ce que les professionnels voilà, vous avez dit, très anxiogène. La grossesse, voilà. etc. On l'emmène voir une psychologue parce qu'il est toujours pas propre, il a 4 ans et demi. Et puis il a bégayé tout le long de l'hospitalisation de sa sœur. Donc il est aussi orienté vers une orthophoniste. Donc on met en place, il a psychomotricienne, orthophonie, psychologue à ce moment-là. Et je change de pédiatre parce que l'ancienne pédiatre que j'avais vue prenait sa retraite. Et puis j'avais quand même été l'alerter sur les comportements qu'il avait. Ses difficultés à entrer en relation, le fait de ne pas être encore propre, les difficultés émotionnelles, les violences parfois qu'il pouvait avoir à notre égard ou à son égard, et vraiment les difficultés relationnelles avec les autres enfants, c'était vraiment quelque chose qui nous questionnait. Mais elle n'avait pas vraiment été très à l'écoute de ça, et donc je décide, du fait aussi de sa petite sœur, de changer de pédiatre. Je prends un pédiatre qui est dans la même clinique que le cardiologue de ma fille. Comme ça, ils peuvent faire le lien, etc. Je ne connais pas ce pédiatre. On va le voir une première fois pour la petite sœur, mais le grand frère est là. Le grand frère est très agité. La séance, le suivi de ma fille est un peu compliqué du fait de sa présence. On y va une première fois, on y va une deuxième fois, et la deuxième fois, c'est pour lui, c'est pour mon fils. À votre demande à vous? Parce qu'on devait faire sa visite des 4 ans. Donc visite classique. Ouais, c'était la visite des 4 ans. Il avait 3 ans et demi, donc on faisait la visite des 4 ans, c'est ça. On faisait la visite des 4 ans, et puis je me dis, ça va être l'occasion de changer de pédiatre, etc. Et lors de la visite, il me dit, quand même, il y a des comportements qui questionnent. Il a des particularités. Et je lui dis, écoutez, ça tombe bien que vous en parliez, parce que moi, je me pose des questions quand même. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous posez comme question? Je lui dis, moi je pense qu'il est autiste. Il me dit, d'accord. Direct? Ouais. Ok. Et il me dit, ok, écoutez, on refait le point à la rentrée, on est au mois de juin, donc on refait le point en septembre, on se revoit en septembre. Juste un truc, quand tout de suite t'as posé ce terme-là, pourquoi est-ce que t'as posé ce terme-là? Parce que t'avais lu des choses et tu avais reconnu ton fils dans ces comportements-là? Alors j'avais rien lu. Professionnel, parce que tu avais côtoyé des enfants avec un TSA. Plutôt professionnel, mais j'étais pas hyper convaincue parce que moi, les enfants que j'avais pu accompagner dans mon cadre professionnel, c'était des enfants avec des troubles autistiques très importants, beaucoup plus importants. Non-verbal ou avec, mais quand même, je me disais, il y a quand même un truc bizarre, quoi. Et ça me faisait penser à l'autisme, mais je connaissais pas bien l'autisme à ce moment-là. Et j'étais incapable de lire un livre sur l'autisme. Quand j'ouvrais un livre sur l'autisme, ça ne me parlait pas. Je voyais des enfants qui parlaient pas, des troubles du langage. Le stéréotype de l'autiste. Et mon fils, c'est pas du tout ça. Voilà, mon fils, il parle très bien, il a un langage très développé, alors très répétitif quand même. Mais pour moi, c'est pas ça. Mais ça m'y fait quand même penser sur certains aspects, donc je sais pas trop quoi en penser. Et donc ce pédiatre-là, on a la chance, il travaille en CAMS. Et donc quand il nous revoit en septembre, on met en place un suivi par la plateforme de coordination des soins. Donc on met en place c'est des suivis avec des professionnels qui sont pris en charge par la plateforme en question et qui a pour but au bout de environ 1 an, au bout d'un certain nombre de séances, de voir s'il y a un diagnostic à poser ou pas, ou s'il y a une réorientation à penser, etc. Donc la psychomotricienne nous est prise en charge, l'orthophoniste également, et par contre la psychologue, je crois que c'est à nos frais. On continue la psychologue quand même.
Et donc le suivi se met en place pendant quelques mois. Et puis en février, on est convoqué. Donc il y a une réunion qui se fait, une réunion de coordination avec les professionnels qui suivent mon fils. Et on est convoqué par le CRA, le Centre Ressources Autisme de Lyon, qui décide de faire passer des tests parce que les professionnels ne savent pas trop poser de diagnostic. Okay. Chacun a son avis. L'orthophoniste pense à un trouble de l'opposition, la psychomotricienne pense à une immaturité émotionnelle, la psychologue n'est pas complètement fermée au trouble autistique, mais elle ne sait pas trop. Donc le CRA prend le relais. D'accord. Et il fait passer, on passe 2 jours de test et on est convoqué un mois après et le diagnostic est posé. Ok, donc vous allez à Lyon, tout ça. On était à Lyon, voilà, on habite à Lyon. Ouais. Parce que moi, il y a un truc qu'il faut que les gens apprennent, pour ceux qui ne le savent pas. Pratiquement tous les bilans, etc., pour des TND, c'est jamais couvert pratiquement. Alors qu'en France, il y a quand même une grosse partie de la population qui souffre d'un TND, donc des enfants, majoritairement. Voilà, c'était la petite aparté. Voilà. Donc là, les tests sont pris en charge par le CRA. Donc le diagnostic est posé et on nous donne des pistes d'orientation pour mon fils. Donc il arrête la psychomotricienne, il passe sur de l'ergothérapie. Il continue la psychologue, mais on ajoute en plus des groupes d'habileté sociale. Il continue l'orthophoniste, mais du coup le suivi ne va plus être dans le même objectif. Donc on ajoute les groupes d'habileté sociale. Et on a en plus les éducateurs qui viennent à domicile. Des éducateurs pour nous aider, mettre en place des choses, jouer avec lui, travailler sur les émotions, voilà, tout ça. Donc on met tout ça en place tout doucement parce qu'il y a un nouveau confinement qui passe par là. C'est vraiment arrivé au mauvais moment. Et en fait c'est l'enfer. C'est l'enfer à la maison. Vraiment c'est très très compliqué à gérer, donc c'est très difficile. On fait appel à notre famille pour nous aider à prendre en charge mon fils parce que c'est vraiment voilà, la sécurité elle est pas là, ni pour nous, ni pour lui, ni pour sa sœur. Donc je pense à ce moment-là je frôle le burn-out parental, très clairement. Je ne peux plus m'en occuper. Au bout de 2 semaines c'est plus possible. L'école reprend, on reprend notre souffle, les suivis se mettent en place et puis malgré tout je commence à me poser des questions sur ma fille parce qu'elle est âgée de 1 an et alors elle marche, elle a un bon développement psychomoteur, elle marche à peu de jours après ses 1 an, elle passe par le 4 pattes, la position debout, voilà, tout va bien au niveau moteur. Par contre je me rends compte que j'ai du mal à capter son regard quand je lui parle, qu'elle réagit pas à son prénom, qu'elle a peur lorsqu'elle entend des bruits style les tutus de bolide qui font de la musique, les jeux musicaux, le sèche-cheveux, l'aspirateur, ça la met dans des états terribles. Elle est très solitaire. Quand je veux lui lire un livre, elle me l'arrache des mains pour le regarder toute seule. Elle marche sur la pointe des pieds, elle déambule tout le temps, elle se pose jamais sur un jeu, elle est toujours en train de déambuler, elle crie beaucoup et les premiers babillages, etc. ne viennent pas, le pointage non plus ne vient pas. Le schéma est un petit peu inquiétant au vu des informations que nous avons. Tu fais écho avec finalement les connaissances que tu as acquises avec ton fils. C'est ça. Et tout ce qui en a découlé derrière. Effectivement, parce que nous en parallèle, moi je commence à lire des choses sur le sujet. Je suis également conviée par le CRA à suivre des formations de proches aidants où je découvre vraiment qu'est-ce que c'est que l'autisme exactement, de manière plus approfondie. Je lis beaucoup sur le sujet et je ne peux pas ignorer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je recontacte notre pédiatre qui me dit effectivement c'est inquiétant. Il me dit écoutez, soit effectivement il y a un risque d'autisme, soit du fait de ces séquelles neurologiques il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc il me dit elle a 1 an, on se revoit dans 2-3 mois, on refait le point 2-3 mois après, la situation est toujours la même. On contacte la PCO à nouveau, donc orthophonie, psychomotricienne. Les mois passent, ma fille évolue, mais c'est pas fou. On met en place une communication gestuelle associée à la parole avec elle, avec les signes. Ça marche plutôt bien. Moi, je me renseigne beaucoup sur ça aussi. Je me forme toute seule dans un premier temps.
Et donc le jour de ses 2 ans arrive et un mois après nous sommes convoqués on fait un bilan avec une neuropédiatre qui me dit pour moi oui c'est de l'autisme. Elle me dit il y a peut-être quelque chose au niveau cérébral donc on va passer une IRM pour vérifier, mais elle a tous les traits de l'autisme. Donc un mois après il y a la réunion de concertation PCO et là le diagnostic est posé, il n'y a pas besoin de passer les tests en plus, ils savent. Donc voilà, c'est posé. On continue notre petit bonhomme de chemin. Moi, je vais à toutes les conférences, je suis toutes les formations sur l'autisme, tous les livres qui passent sous ma main. Je prends, j'emmagasine. Je pense pour maîtriser un peu la chose aussi, pour pas subir, pour être acteur quand même dans cette histoire-là, pour reprendre les choses un peu en main quand même. Et puis aussi pour faire face à l'entourage, parce qu'il y a quand même beaucoup d'incompréhension. Et donc, c'est nous qui sommes là pour faire porte-parole de nos enfants. Donc, je me forme de plus en plus là-dedans. Je vais à des conférences. En parallèle, je me forme beaucoup aussi sur la communication gestuelle associée à la parole. Je rejoins un réseau de formation pour les professionnels pour me former là-dedans. Je passe une première formation d'animatrice avec Signes de main sur la communication gestuelle associée à la parole. Je continue la formation en suivant la formation de formateur, petite enfance avec Signes de main toujours. Et de fil en aiguille, de conférence en conférence, j'apprends qu'il existe un DU autisme, un diplôme universitaire sur l'autisme. Donc je me forme aussi à ce diplôme d'universitaire. L'accumulation de connaissances. Tout en suivant, tout en assurant le suivi des enfants, les rendez-vous, etc. Et je mène un peu tout ça de front, mais on avance malgré tout. Et donc, je ne travaille plus. Donc à ce moment-là, depuis la naissance de ma fille, je ne travaille plus. Mais petit à petit, j'essaie de reprendre quelque chose en main. Donc, ça veut dire que quand vous avez fait les diagnostics pour votre fils, t'étais encore salariée? Alors, en fait, quand ma fille est née, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris un congé présence parentale pour enfants malades. Une première année pour m'occuper d'elle parce qu'elle avait beaucoup de suivi, de soins, de traitements aussi, donc elle pouvait pas aller en collectivité. Parce que l'hospitalisation, la partie cardiaque. Au départ, c'était pour la partie cardiaque de ma fille. 1 an après, on a eu le diagnostic de mon fils. Donc, j'ai reprolongé ce congé d'1 an pour ça, pour l'autisme. Et 1 an après, on a eu le diagnostic de ma fille, donc j'ai reprolongé encore une année. Et ensuite, j'ai eu un renouvellement du congé pour les deux. Et donc, pendant effectivement 4 ans, j'ai pas travaillé. Donc là, tu étais considéré comme parent aidant, c'est ça? C'est ça. C'est un vrai statut, parent aidant? Non, il n'y a pas vraiment de véritable statut. Alors, on peut l'avoir sous certaines conditions, mais c'est pas ça à ce moment-là. Ok. Voilà. Après Mélodie, donc parent aidant. Tu fais donc un DU, on en était à là, que tu valides. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, et après? Et après, donc j'ai en parallèle la certification de formateur petite enfance du réseau Signes de main. Ok. Où là, on est plus sur l'outil Signe. Le Signe est un outil de communication à destination de l'enfant qui ne parle pas encore. On est dans une démarche bienveillante, on est dans une recherche de qualité relationnelle avec l'enfant. Enfin, il y a vraiment toute une démarche derrière qui est recherchée et moi, ça me correspond à mes valeurs. On est dans de la bientraitance, on est dans quelque chose de positif en termes d'éducation, en termes d'accompagnement parental, en termes d'accompagnement des professionnels. Donc je pars là-dedans et je finis de fil en aiguille par créer mon entreprise, ma micro-entreprise, avec pour objectif d'accompagner les familles, les parents, pas forcément avec des enfants en situation de handicap, mais tout type d'enfants, quel que soit le profil de l'enfant. J'ai également le projet d'accompagner les professionnels de la petite enfance, parce que c'est quand même le cœur de mon métier et j'ai envie de continuer sur cette lancée-là. J'ai pas la possibilité de retourner en crèche parce que les horaires de travail en crèche sont pas compatibles avec le suivi des enfants. Par contre, en faisant quelques missions de temps en temps de formation, d'accompagnement, je peux m'arranger pour être disponible aussi pour mes enfants, pour leur suivi et essayer de construire quelque chose de professionnel aussi. Donc finalement, tu as créé
ta partie pro pour l'adapter à finalement ton mode de vie avec tes enfants. Exactement. Ce qui finalement arrive beaucoup avec des parents d'enfants souffrant de TND ou plus particulièrement des TSA ou des choses qui sont un peu lourdes où finalement il y a tellement de suivi journalier. Enfin, les rendez-vous, tout le monde le sait, c'est la journée, c'est pas après le travail ni après l'école. Non. On le sait, et que finalement, tu t'es lancé là-dedans en fait. Oui, c'est ça. C'est ça, puis je fais aussi beaucoup de bénévolat aussi en parallèle. Okay. Je suis dans une association Autisme Aide 35 sur l'autisme. Donc voilà, je suis très active dans cette association-là. On peut aller dans des écoles, faire des sensibilisations, des choses comme ça. Voilà, j'ai rejoint l'association Rêve de Clown qui fait intervenir des clowns à l'hôpital. Donc moi, je suis bénévole pour récolter des fonds pour que les clowns puissent aller dans les hôpitaux. Voilà, je suis active, vraiment. Je fais beaucoup de choses. Très investie. Je fais pas rien, quoi. Je passe pas mes journées sur mon canapé devant la télé. C'est pas ça, c'est pas ça. Ok. Donc voilà. Les associations dans lesquelles tu es, ainsi que Signe Demain, c'est ça? On peut la retrouver sur internet. Oui. Je termine souvent mes entretiens avec 2 questions. La première question sur l'ensemble de ce que tu as pu vivre avec tes enfants. Est-ce qu'il y aurait une chanson qui représenterait ça, qui te vient en tête tout de suite? Alors ce serait Ne me jugez pas de Camille Lelouch. Ok. Parce qu'il y a beaucoup de jugements de la part de beaucoup de monde. Ok. Sur vous en tant que parent ou au niveau des enfants? Partout. La totalité, l'ensemble. Ok. Et est-ce que tu aurais un message à faire passer aux parents qui sont dans le même cas que toi? Alors j'aurais plusieurs choses à dire. Déjà, faites-vous confiance. Moi j'avais le pédiatre de ma fille, cardiologue aussi, qui disait que les parents savent quand il y a quelque chose et il faut vraiment écouter cette petite voix-là, vraiment se faire confiance, de bien s'entourer, parce que on a besoin de notre entourage pour aller au-delà des difficultés. Et moi j'ai eu un entourage amical formidable, vraiment j'ai eu des amis en or qui m'ont soutenue mais il a fallu aussi parfois s'éloigner de certaines personnes pour pouvoir avancer et voilà, c'est nécessaire, il faut être bien entouré, il faut être fort, il faut avoir confiance en soi, il faut se faire confiance, si ça marche pas avec un professionnel, vous allez voir un autre professionnel et voilà, enfin vraiment... Il faut se battre par rapport à ce que tu ressens au fond de toi. C'est une bataille et vraiment c'est important d'être bien entouré. Super. Merci beaucoup Alexandra. Merci.